Merci. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai dû donner un titre et donc regard et projection sur les mutations d'une capitale. Et en fait, je ne vais pas simplement parler d'urbanisme. Je vais essayer de parler un peu de tout, puisque la Chine, ça s'approche avec de la patience. Et en Chine, on tourne toujours autour du pot. Pour définir le centre du pot, on ne montre jamais le centre tout de suite. Donc, je vais essayer de tourner autour. On va faire une petite balade en Chine. Je vais parler évidemment de la capitale Pékin, qui est une ville un peu exceptionnelle. C'est une sorte de ville inverse. Son centre est un village et sa périphérie est une mégapole. C'est une ville qui a bougé, qui s'est transformée au cours des époques et qui aujourd'hui voit encore de nouvelles mutations encore plus grandes que les 1000 ans, qui viennent de passer. Et là, en une trentaine d'années, cette capitale change complètement de visage. Alors, bien sûr, il y a toujours un contexte et je vais vous parler un peu de l'écriture, puisque tout part de l'écriture. À un moment, quand on parle d'urbanisme, d'architecture, on parle de la façon dont on représente les choses. Vous voyez qu'il y a en fait des relations aussi entre ces deux cultures qui sont la culture occidentale et l'orientale. On est sur la même terre et la route de la soie lie l'Est et l'Ouest. Et durant les temps anciens, on voit que le premier caractère, ça zoome, ouais, le caractère M par exemple, dans l'alphabet, est représenté plus ou moins de la même façon en chinois et en phénicien. 3 barres. En chinois, c'est l'idée de Chuan, Sichuan de Chuan, du Sichuan. Le deuxième qu'on voit au milieu, c'est Zhou, donc c'est l'idée d'île. Mais il y a toujours cette relation qu'il peut y avoir entre, dans la façon dont les gens pouvaient échanger. Alphabet, ça c'est la base, Aleph, en phénicien, était représenté de façon très simple, une tête de bœuf. Donc ça veut dire, Aleph veut dire le bœuf. En chinois, on a gardé le corps, quelque part, parce qu'avant le phénicien, on écrivait encore le corps de la vache. On voit en dessous H, Het, le champ. À gauche, nous on l'a écrit, c'est devenu notre H. Donc c'est un tracé du territoire longitudinal avec des découpes. En Chine, également un tracé, 9 carrés, avec au centre le puits. Si on extrait le centre, on a le caractère puits. Donc c'était l'eau au centre des différentes parcelles. L'eau était donnée par l'empereur aux parcelles qui sont autour. Quand on regarde l'architecture, on voit que le beth, donc le beth phénicien, était un plan. Donc on a une écriture en plan qui représente en réalité voilà, l'entrée, une cuisine et une salle de vie. Alors que en Asie, on représente plutôt la terre, le sol, un toit, et ce qu'il y a entre les deux. Il y a une différence énorme, c'est que chez nous, on construit avec de la pierre, on construit avec de la terre, on élève l'architecture, alors qu'en Chine, on a une vision horizontale de l'espace. Ça, c'est vraiment deux concepts très différents, et c'est ce que les Occidentaux sont allés chercher quelque part en Asie, à un moment, pour créer l'architecture moderne. D'un côté, on a une architecture de terre, on a une architecture durable dans le temps, qui marche avec la gravité, on construit pour des siècles, alors qu'à droite, on construit en bois, et donc c'est une architecture qui, quelque part, ne pourra jamais être pérenne, et donc cette architecture sera renouvelée. Dans tous les temples en Chine, on a toujours un terrain vague à côté du terrain pour reconstruire, pour que la génération qui les suit puisse reconstruire le temple
et se remémorer la façon dont on a, donc les modes de construction. Alors que chez nous, on cherche à garder la pierre elle-même, en Asie, l'idée de patrimoine est complètement différente de la nôtre. Donc, je pousse un petit peu sur ce point, puisqu'il y a beaucoup de polémiques sur le patrimoine en Europe et en Chine. Il faut savoir que l'idée de patrimoine non permanent, le patrimoine culturel, est une donnée qui vient plutôt d'Asie, alors que le patrimoine matériel, lui, est un concept occidental. Je voulais parler de durabilité parce que c'est une étude qui a été étudiée par beaucoup d'ingénieurs architectes à Louvain-la-Neuve, chez Archi et Climat. Simplement, pour dire qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'architecture ou de ville, on va parler d'économie, de politique, d'urbanisme, d'environnement, d'énergie. Parce que, et c'est même prouvé scientifiquement, l'environnement dans lequel on vit va influencer notre ADN. C'est une évidence. On devient notre environnement, quelque part. Les représentations qui sont ici sont de Leo Bolin. C'est un non-artiste qui est complètement transparent, on le voit là. Il devient son environnement. Et donc, qu'est-ce que la Chine doit devenir? Qu'est-ce que les villes chinoises doivent devenir? C'est une question que toute la Chine se pose. Je pense que la Chine est aujourd'hui en recherche d'une identité propre, d'une dynamique propre, et les années 2000 sont bien terminées. Là, les années où on importait de l'architecture venant d'Europe, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, c'est une époque terminée. La durabilité, pour nous, est de pouvoir considérer tous les éléments du milieu pour créer un lieu avec un potentiel durable. C'est-à-dire que, sans exception, on va, dans nos projets, chercher à lier la politique, l'économie, la société, les habitudes, la symbolique. Tout est lié. C'est seulement quand on arrive à considérer tous ces éléments-là que l'architecture pourra prendre une forme propre et une intégration dans le lieu où elle doit s'implanter. C'est une philosophie, la durabilité est une philosophie, et c'est important depuis 15 ans que je suis sorti de Louvain-la-Neuve. En fait, pour moi, ça a été une mission que de sans arrêt faire comprendre ce qu'est la durabilité, ou sustainability en anglais, parce que c'est un mot qui est galvaudé, qui est utilisé par tous les dirigeants du monde, et en Chine aussi énormément, mais qu'est-ce que c'est dans la réalité? Comment on l'applique? Comment l'applique-t-on dans la réalité? Aujourd'hui, on va parler un peu de Pékin, de son histoire, de voir où elle en est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir. On va parler de transport, on va parler d'infrastructures, on va parler d'une nouvelle capitale. Il faut savoir que Pékin est depuis à bouger. Donc ce n'est pas une capitale qui est restée sur ses murs et qui s'est reconstruite sur ses propres murs. On peut voir ici qu'il y a deux fleuves mers, Wenyu et Yongting. C'est les deux fleuves mers de Pékin. Et Pékin est entouré de montagnes. Donc tout ce qui est au nord, à l'ouest et légèrement au nord-est sont des montagnes. Et ces deux fleuves donnent son eau à Pékin. Je parle de l'eau parce que c'est une limitation naturelle. La ville de Pékin faisait quelques millions d'habitants, 4 millions à l'époque, et fait aujourd'hui 25 millions d'habitants. Et quand on a 25 millions d'habitants, comment fournir les ressources nécessaires pour faire vivre 25 millions d'habitants? Comment ne pas assécher les nappes phréatiques? Comment avoir suffisamment d'eau?
La ville de Pékin est un peu en crise aujourd'hui et c'est pour ça que ces transformations sont évidentes. C'est qu'elle a besoin de respirer, d'avoir plus d'espace vert, de gérer la pénétration des eaux dans les sols, de régénérer sa nappe phréatique, de faire vivre ses 25 millions d'habitants. Et elle décidera, elle a déjà décidé, de s'étendre et de construire une nouvelle capitale. Donc de fonctionner un peu comme Rotterdam et toute la ceinture, la Randstad, qui part de Amsterdam et qui tourne jusqu'à Rotterdam. C'est devenu une sorte de système stellaire qui va, on l'espère, désengorger la capitale. On voit que pendant l'époque des Qin, donc c'est à peu près jusqu'au XIIe siècle, début XIIe siècle, juste avant la prise par les Mongols de Pékin, Pékin se trouvait un peu plus au sud-ouest et avait déjà un plan assez typique. On se rappelle du champ, de la façon d'écrire le champ, les 9 carrés avec le puits au milieu. On retrouve quelque part une trame un peu équivalente. C'est une ville qui va bouger pendant les Yuan, donc la période mongole, intégrer des lacs, l'eau dans sa ville, et on voit que la trame se forme. On vit à Pékin dans des routons, en tout cas dans le centre, le deuxième ring. Les routons ce sont en fait des blocs, des quartiers. Aujourd'hui, le terme routon vient de roux, rouge, ça veut dire barbare, puisque c'était le terme donné aux Mongols au départ, qui vivaient dans des camps. Et dans le courant de l'histoire, les routons sont devenus alors des ruelles, et plus le bloc en soi. Toutes les avenues sont nord-sud, et les ruelles des routons sont est-ouest. C'est un plan qui a été utilisé pour Pékin, mais avant Chang'an, pour Kyoto. Toutes les grandes villes d'Asie ont été faites sur ce plan régulier. C'est une ville dans laquelle on ne se perd pas, du coup, puisque tout est nord-sud, il suffit de savoir où est le soleil et on sait où on va. Alors pendant les Ming, il y a eu quelques extensions, mais plutôt une reconstruction, une qualification de la ville. Donc 1000, c'est entre 1300 et 1600, si on veut être plus ou moins précis. On voit que la ville ancienne est formée de ces 4 murs, la cité interdite au milieu, la colline de charbon, qui est une colline artificielle, on s'est servi des terres pour creuser les lacs, fait une montagne artificielle de façon à ce que le vent ne souffle pas sur les appartements de l'empereur. L'axe principal de la ville, et on appelle la ville extérieure, qui est la ville populaire. Personnellement, c'est là que j'ai vécu. Et en 96, c'est là que je suis arrivé à Pékin. J'habitais Xuanwu. Et on retrouve le temple du ciel ici sur le bas. Il y a le temple de la terre, le temple du ciel, le temple du soleil et le temple de la lune. On voit que dans la ville sud, il n'y a plus de gris, parce qu'on suit simplement le relief, on suit l'eau. Et donc c'est une ville bien différente de la ville impériale. Les Qing ne vont pas voir beaucoup d'évolution, simplement la ville se requalifie à nouveau, mais le principe de base reste identique. Par les grands fleuves, à un moment, la ville a dû se protéger de ces grands fleuves. Le fleuve de Yongting, par exemple, qu'on voit ici, avait la capacité d'inonder toute la ville. Donc la place Tiananmen, il y a très très longtemps, était sous 8 mètres d'eau. Le niveau était au-dessus de Tiananmen. Et pendant l'époque Ming, on a décidé de créer une muraille de Chine
à l'ouest de la ville. C'est une sorte de muraille enterrée, une digue, qui a permis à la ville de ne pas se faire inonder. C'est un ouvrage essentiel qui permet à la ville de survivre, mais évidemment c'est un travail titanesque, c'est à l'échelle de la Grande Muraille. On l'appelle Shepapu Khoan. C'est une muraille qui est construite avec 18 épaisseurs de pierre. Chaque épaisseur fait 70 cm, 10 sont enterrés et 8 sont en surface. Alors on l'a vu, les villes se construisent un peu grâce à cette forme de structure spatiale qui a toujours existé depuis les Diaguan, donc depuis les caractères anciens. On retrouve le champ, le carré subdivisé. Là, c'est plutôt une écriture contemporaine. Ce même carré, cette division de l'espace se retrouve dans les temples les plus anciens. Elle se retrouve dans les briques de sol, elle se retrouve dans la structure d'une cour carrée. Donc on vit ici à Pékin. La plupart des gens ne vivent plus dans les cours carrées. C'était une forme de vie assez ancienne, puisque après 1949, plusieurs familles ont commencé à habiter sous le même toit. Il y a pas mal de livres écrits sur le sujet. Mais cet ordre cosmique ou cet ordre terrestre se retrouve de la ville à la rue, à la maison et au pavé de rue. La ville ensuite évolue. Donc les murs de la ville sont démolis, détruits. Un ring est placé à sa place. Et un métro. Donc très vite, le métro, la ligne 2, est apparue. Et donc, avec cette perforation de la ville ancienne, ces nouveaux axes se sont reconstruits et la ville s'est étendue. D'abord vers le nord, puisqu'en Chine, être au nord et vers le sud est une place préférentielle. Donc toutes les institutions académiques vont se retrouver ici. L'ouest est plutôt dédié à la gouvernance et l'est, plus tard, à l'économie. On voit que le sud est très appauvri en densité. Ça a toujours été un lieu désapprouvé des Chinois. Et donc, cette ville commence à grandir du 2e ring au 3e ring, au 4e ring, pour finalement être constituée de 6 rings. Donc la ville fait 30 km de diamètre. C'est une ville qui s'étend grâce à des rings qui ne fonctionnent pas, en fait, puisque toutes les villes à rings ne fonctionnent pas dans la durée, puisque tout le monde habite, les gens habitent de façon dispersée, puis ils doivent rejoindre un centre. Et donc, les rings deviennent de plus en plus petits, donc les voitures ne peuvent pas s'y placer toutes. Il y a une congestion énorme dans cette ville et l'air y devient un peu irrespirable. On voit que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la ville est structurée en plusieurs entités, donc l'éducation, la gouvernance, l'économie, la ville historique, les résidences. C'est un patchwork quelque part un peu médiéval. En Chine, si on veut acheter un pot de colle, on va dans une rue où on vend des pots de colle. Et tout le monde achète des pots de colle et tout le monde vend des pots de colle. C'est vraiment un système qui se réfère à notre Moyen-Âge. On avait la rue des tanneurs, on avait la rue du charbon, des charbonniers, etc. Et en Chine, on fonctionne toujours de la même façon. Ça permet d'amener une dynamique économique et de la compétitivité. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, la ville est trop grande. Il y a trop de population. On arrivera, en tout cas, difficilement à donner de l'eau à tout le monde. Et donc, la ville qu'on voit ici
entre ces montagnes va chercher à s'étendre vers le sud, vers Tianjin et le bord de mer, vers Baoding, vers le Repé, et chercher à construire une nouvelle ville dans ce triangle. Ce sera la nouvelle capitale, Xiong'an. C'est un grand mouvement, très difficile à accomplir. Il y a une volonté assez forte de réussir cette entreprise. Mais avant tout, il faut régler les problèmes de Pékin. Alors, si on se promène un peu dans Pékin, on voit cette ville ancienne, plate, et à l'arrière, la ville moderne qui s'élève. On peut aussi rentrer dans la ville ancienne, dans les Rotons. Là, on se retrouve dans un village. Moi, c'est là que j'habite, c'est là que j'ai toujours habité. J'aime beaucoup cet esprit parce qu'on connaît ses voisins, on se lève le matin, notre voisin s'enquiert toujours d'où on va aller, ce qu'on va faire, si on a mangé ou pas. S'il manque du sel, on s'en échange. C'est une vie de village vraiment agréable. Et puis on a encore l'occasion de parler pékinois. C'est une langue qui tend à disparaître. Il y a des clashs entre la ville nouvelle et la ville ancienne. Ça, c'est aussi un problème de compréhension aussi, je pense. Parce que moi, j'ai vécu dans une maison à peu près comme celle-là aussi. Et c'était 3 mètres sur 3. Et mon eau était glacée le matin en me réveillant, donc dans mon verre d'eau. Donc il fait très froid. On se chauffait au charbon. Donc ceux qui connaissent l'odeur du charbon, le matin à 4h30, 5h, quand le charbon commence à prendre et que ça pince le nez, doivent savoir ce que je veux dire. Les toilettes sont à l'extérieur, ou l'été en tout cas. Et donc à un moment, je pense qu'on ne peut pas garder pour garder, il faut pouvoir évoluer. Et c'est un problème de fond. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on refait la ville telle qu'elle l'était? Est-ce qu'on répond à des besoins nouveaux? Est-ce qu'on monte en densité? Comment on le fait? Alors il y a beaucoup de maladresse, mais il y a des besoins, en tout cas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de visites de journalistes qui viennent à Pékin, qui ont déjà écrit leur article et qui me demandent, tiens, où sont les rotondes qui sont démolies? Et là, ça ne me plaît pas du tout. Du coup, alors, je dois les amener dans les quartiers où j'ai vécu, je dois les faire rentrer dans les toilettes où je suis allé, ou si on n'est pas fumeur, c'est impossible d'y rentrer. Il faut pouvoir expérimenter tout ça pour dire il faut changer, il faut améliorer la ville, il faut refaire quelque chose. Et pas seulement plaire aux journalistes occidentaux et aux visiteurs. La ville se projette aussi au XXIe siècle, mais bon, peut-être que les architectes ne seront pas toujours d'accord de dire que ça, c'est ce qu'on espère pour le XXIe siècle. On a peut-être d'autres idées sur ce que peut devenir l'architecture, mais clairement, Pékin devient une capitale internationale, et ce depuis l'événement de 2000, où les Jeux Olympiques 2008 ont été déclarés à Pékin. Depuis lors, Pékin s'est lancé dans une modernisation assez effrénée, avec pas mal d'exploits architecturaux. Ça commence à changer depuis la nouvelle présidence. On est plutôt à rechercher une architecture simple, humble, locale, chinoise. On recherche cette identité chinoise, alors qu'il y a 20 ans, on cherchait cette identité plutôt internationale. Ça, c'est une autre façon de vivre, d'habiter. Beaucoup de gens habitent à 60, 70 mètres carrés, et on habite ensemble. Alors, on habite aussi, on habite la rue. On a remarqué que dans toutes ces photos, il n'y avait pas vraiment d'espace public. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de square public. Ça, c'est un problème de la ville de Pékin, c'est-à-dire que toutes les avenues sont tracées par
le gouvernement, par la ville. Les investissements sont faits par la ville également, mais c'est une grille qui fait à peu près 500 mètres sur 500 mètres. Donc nous, en tant qu'Occidentaux, si on se balade à Pékin et qu'on pense qu'il faut marcher seulement 3 carrefours, ben, ça fait 1,5 km. On est vite trompé. Ce que je veux dire, c'est que tous ces blocs sont développés par ce qu'on appelle des investisseurs, développeurs, comment on les appelle vous comprenez ce que je veux dire, par du privé, qui développe du bureau, du logement, et donc pas par le public. Ce qui veut dire que presque tous les terrains sont privatisés. Et donc, on se détend dans un shopping mall, on se détend au parc, mais dans la ville même, il n'y a pas vraiment de place. Même la place Tiananmen n'est pas une place. Il n'y avait qu'une place à Pékin, c'était la petite place entre la tour de la cloche et la tour du tambour, une très ancienne place qui est restée aujourd'hui. Et donc on passe pas mal de temps dans les shopping malls, intérieurs, extérieurs, on passe l'hiver à l'intérieur, mais c'est un lieu essentiel à la vie. Puis on rentre à la maison, on retrouve des ruelles d'1,20 m. On voit qu'il n'y a pas de fenêtre, pas de vue vers l'intérieur. Et en réalité, le système urbain est complètement renversé. Chez nous, à Bruxelles, on a des balcons. Donc le dimanche, on s'habille bien, on va au balcon, on dit bonjour aux gens qui passent dans la rue, on se fait voir un peu, bien habillé. Il y a une sorte de dialogue entre la ville et l'habitant, entre l'architecture et la rue. Alors qu'en Chine, le système est complètement inversé. Les rues sont des rues de service, et toute cette verdure, les arbres, les jardins, la vie familiale se déroule dans des cours. On retrouve un peu la même structure urbaine en Afrique du Sud, en Afrique du Nord. Alors, ici, on habite complètement autrement. On habite en périphérie. Ça, c'est le rêve américain. Ce sont des petits quartiers de logement, de villas. On habite chacun sa villa, on a un petit terrain. Nos villas sont espacées d'à peu près entre 4 et 6 mètres. Par contre, on habite dans un environnement un peu privilégié, où on a le tri des déchets. C'est des villas un peu espagnoles. Voilà. Ça, c'est plutôt la vision que certains développeurs ont eue au début des années 2000. Et il y avait pas mal de demandes pour ce genre d'habitat. Dans les rues, pas mal de voitures. Ça, c'est le smog. Tous les ans, en automne, il commence à faire froid. Il y a de plus en plus de voitures. Tout le monde prend sa voiture. Le chauffage se met en route et on est sous la pollution. Ce n'est pas une généralité, c'est-à-dire qu'on en parle souvent comme un problème récurrent. Mais personnellement, moi, je le vis assez bien. Et c'est vrai qu'il y a des pics, mais il faut faire attention. Je pense que pas mal de grandes capitales ont ce problème, surtout pour les gens qui habitent en bord de voirie. Alors, dans les rues, dans les rotondes, on prend sa place. Donc souvent, vous voyez que la voiture ne roule pas et que la moto encore moins. Mais donc, ça, c'est une façon, dans les rotondes, de prendre sa place. Parce que chacun a sa petite place en face de la maison. On ne veut surtout pas que quelqu'un vienne nous la prendre. Donc, on va garder sa place. On va ficeler et boulonner, d'ailleurs, une moto au sol, en s'assurant que personne ne vienne la prendre. C'est une petite habitude. On emballe ses voitures. Et voilà les problèmes dont je parlais. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et quand toutes ces voitures se retrouvent en centre-ville, ça devient extrêmement difficile de circuler. Donc personnellement, moi je ne circule pas en voiture. Je prends le métro, je prends le vélo, je prends le scooter, ou je vais à pied. Et ça va beaucoup plus vite qu'en voiture. Ça, c'est aussi une petite habitude, c'est les chiens. C'est-à-dire que quand on est dans les ruelles, il y a tellement de chiens à Pékin que les pneus des voitures commencent à être abîmés.
par le pipi. Et donc on les protège. On voit qu'on circule pas mal en tricycle, en Sanlun, ça s'appelle les Sanlunche. Pékin, ça c'est l'électricité. Je vous rassure, c'est pas comme ça partout. Et la plupart des lignes électriques sont souvent en sous-sol. Ça c'est une réminiscence des années 90, je pense. Maintenant, on met tout en sous-sol. Pékin, je pense, est une des premières plus grandes villes au monde où on roule à l'électrique. On roule à vélo, on roule en vélo électrique, on roule en moto électrique, on roule en voiture électrique. On pourrait dire que dans 5 à 10 ans, la voiture à essence va disparaître de façon définitive. Moi, je pense que c'est aussi lié à cette puissance chinoise de pouvoir se débarrasser de certains lobbying industriel, d'où cette volonté de créer ses propres voitures, ses propres moteurs. Les rues sont faites aussi pour ça. Évidemment, on a donc pour un Chinois ou un mi-Chinois comme moi, arriver ici, c'est très difficile parce que à vélo, on n'a pas de place, on n'arrive pas à rouler. Il n'y a pas la place du vélo. Elle n'a jamais été donnée de façon intègre. En fait, j'en parlerai après, mais il y a un gros problème à nouveau qui se lie à la circulation, c'est que même si on prend les transports en commun, on doit quand même faire la file. Et ça, c'est une file d'à peu près 50-60 mètres pour prendre le bus. Donc ça veut dire que Pékin est en train maintenant de décupler la quantité de ses réseaux métro, bus, mais aussi vélo. On reprend le vélo à Pékin. Et ça, c'est depuis, ça fait à peu près 5 ans. Le vélo est partout. Donc on prend le métro, on sort du métro, on prend un vélo, on va jusqu'où on veut, on dépose le vélo et on va bosser. Et là, on est en train, avec notre bureau, de créer cette trame qui va relier tous les quartiers de Pékin en vélo, mais en aérien. C'est-à-dire que les vélos à moteur électrique sont quand même un peu trop rapides, dangereuses. Moi, je n'oserais pas laisser ma fille faire du vélo toute seule. Par contre, avec des lignes dédiées, ça veut dire que tous les vélos auront accès à la ville sans passer par un carrefour. Et ça, c'est un pari que Pékin se fait pour les 10 prochaines années, jusqu'à 2035. Je vous montrerai la première ligne qui est réalisée dans le nord de la ville, sur 6 km. Alors la ville et la rue font un. La ville, pour nous, c'est l'espace public, c'est l'espace des gens. Ici, comme il y a peu de place, eh bien, on s'accapare le trottoir, les carrefours, et on danse. Ça, c'est ce qu'on peut voir à peu près dans tous les carrefours après 17h, 18h. Les gens chantent et dansent sur les trottoirs. On voit qu'il n'y a pas de gêne, c'est-à-dire en Chine, on ne sera jamais gêné de danser bien ou mal. On va quand même danser. On va chanter, même si on chante faux, on va quand même chanter. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'a priori, comment les autres vont me voir, etc. Tout le monde danse, hommes et femmes, au rythme de toutes les musiques. Alors on prend aussi le trottoir. S'il y a une parcelle, on l'utilise aussi. Donc on pourrait retrouver un peu de salade, des courgettes, ce qu'on voudrait. Suffit de laisser un petit morceau de terre et c'est planté. Il y a donc en Chine une capacité à s'accaparer l'espace public, s'accaparer le territoire, les terres, puisqu'on vit dans un univers assez dense, et donc on a besoin d'autre chose que là où on vit. On sort dans la rue et on s'accapare cette rue.
Les maisons sont aussi très différentes. On habite une cour commune, donc on peut se retrouver à 10 familles, 20 familles dans la même cour. Le salon bouge de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est chez nous, donc notre atelier. On est dans une maison ancienne qu'on a rénovée. On a investi pas mal pour cette maison. Et donc tout se trouve là. On habite à côté. On a un atelier dans la cour. On fait de la forge, de la céramique, le travail du verre, l'architecture, évidemment. Ça, c'est plutôt dans le sud de la Chine, avec le Puy. Voilà, dès qu'il fait un peu bon, là, c'est plutôt aussi dans le sud de la Chine, donc c'est plutôt le Zhejiang. La maison s'étale vers l'extérieur. Les compounds, les murs. Il y a aussi cette peur du public en Chine. Donc on va essayer d'habiter un environnement qui est fermé, parce qu'on a peur de ce qui peut rentrer à la maison, ou dans notre compound, on l'appelle, ou bien yuanzi, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français, mais on habite toujours un site fermé. Et ça, c'est très difficile pour nous, parce que simplement la rue n'a pas assez de portes. Pour les architectes et les urbanistes, on sait très bien qu'une rue sans porte est une rue morte. Et donc, ça rend les grandes avenues un peu mortes. Alors maintenant, de plus en plus de murs tombent, les barrières s'ouvrent, mais on reste quand même dans une ville où la rue est un espace de service, comme dans la ville ancienne. Ça, c'est plutôt les quartiers de logement de 6 étages. Et tous les lieux sont bons. Donc, il suffit qu'il y ait quelques bancs pour que quelque chose s'y passe. Voilà, là on tape la carte. On habite les toits. Alors les vélos, les motos, voilà ce que devient la ville de Pékin. Vous voyez le nombre de couleurs. Le nombre de couleurs donc, correspond au nombre de sociétés qui louent des vélos. C'est énorme. Donc il y a des vélos partout. Il n'y a même plus de place pour les poser, les vélos. Mais on se rend compte en fait de la demande. Les Chinois, les Pékinois veulent reprendre le vélo. Maintenant, on loue également des motos électriques et on loue également des voitures électriques qui se prennent, comme avec le téléphone. Maintenant, on n'utilise plus la monnaie en Chine. Il faut savoir aussi que la monnaie n'existe plus, donc on n'a plus de billets. On n'a qu'un téléphone. Tout se paye, on peut acheter une pomme avec le téléphone, donc avec WeChat ou Alipay. La monnaie n'existe vraiment plus. Donc si on veut un vélo, on fait bip, on prend le vélo, on part, on fait bip quand on le remet et c'est fini. Il y a tout un système comme ça qui facilite la vie. Alors évidemment, on a une vie qui est assez contrôlée, hein, puisque si on utilise un système bancaire par téléphone, on sait forcément ce que vous faites, où vous allez et où vous mangez. Il se passe la même chose de l'autre côté de l'Atlantique, puisque Google investit dans les produits médicaux, investit dans les assurances, donc on peut quand même bien comprendre pourquoi ils le font, tellement l'information est disponible. Donc là, on est à la fin de journée, donc les vélos sont pas trop rangés. Par contre, ils sont bien rangés le matin. Ce qu'on voit là, juste ici à droite, c'est les livreurs. Donc, il n'y a plus de supermarché à Pékin. On ne prend plus sa voiture pour aller au supermarché, faire des courses en voiture, mettre dans son coffre, revenir à la maison. Ça n'existe plus. Donc, tout est livré, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tournent dans la ville et si vous voulez 6 bouteilles d'eau, vous les demandez le matin et l'après-midi, vous avez 6 bouteilles d'eau.
Et tout se passe à nouveau avec un téléphone. Et donc ces livreurs commencent à devenir envahissants parce qu'ils sont partout et ils roulent beaucoup trop vite. D'où les nouvelles routes, les nouvelles voies pour vélo dédiées. On voit les caténaires, c'est-à-dire que le système de tramway ou de bus électrique fonctionne toujours. Et on va passer à une nouvelle génération de tramways, puisque nos vieux tramways électriques avec caténaires, on ne va pas pouvoir les traîner très longtemps. Et on ne va plus non plus utiliser de batteries. Les batteries du 21e siècle ne seront plus des batteries chimiques, ce seront des batteries à induction, donc des lamelles de carbone, qui chargent en quelques secondes une voiture, pas plus qu'une minute en tout cas. Et la Chine aura la possibilité, elle, de passer à l'induction beaucoup plus vite. Personnellement, je suis en train de dessiner le premier tramway à induction qui va rouler dans l'ouest de Pékin sur une ligne de 8 km. Un tramway est chargé en 20 secondes. Donc, vous voyez la vitesse, ça veut dire que les batteries à induction qui ne sont donc pas chimiques et qui peuvent être recyclées pour leur carbone vont pouvoir donc ce système pourra être implanté dans les voitures. Et donc, toutes les voitures pourront charger en quelques secondes au carrefour. Il n'y aura donc plus de station essence, il n'y aura donc plus d'essence. Et c'est un but qui est en train d'être préparé. Avant, c'était une technique plutôt militaire, l'induction, qui est passée maintenant au civil. Alors, des incohérences, ça c'est... Les Chinois, quand on revient en Belgique, on est toujours étonné que la voiture s'arrête quand ils nous voient traverser la route. En Chine, on laisse passer les voitures, d'abord. Et parfois, les piétons ne passent plus. Ça, c'est des petites choses amusantes. Hein. C'est pas une généralité. Voilà comment on traverse les carrefours quand ils sont un peu grands. Alors, on roule beaucoup à tricycle. On soude, on répare en rue. Et ça, c'est bien agréable. On peut encore trouver un réparateur de vélo à 100 mètres de chez soi. Les routes sont propres. Ceux qui sont allés en Chine le savent. Et le traitement des déchets commence. Malheureusement, on voit que c'est other waste, over the waste. Mais quoi qu'il arrive, partout dans le monde entier, il faut qu'on ait un peu plus d'éducation aux déchets. On n'est plus à l'époque où on a encore une poubelle ou deux poubelles. Au Japon, par exemple, on a forcément 4 poubelles. Et tous les enfants, dès l'âge de 3 ans, connaissent la différence entre un PVC ou un PEC ou un plastique quelconque. Je ne pense pas qu'on ait chez nous cette connaissance des déchets. Et ça devient essentiel, je pense. Là, il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant pour l'éducation et la reprise des déchets. Personnellement, je vais construire l'ambassade de Belgique avec un collaborateur bruxellois, Agua, et on utilise les déchets de l'ambassade précédente, c'est-à-dire qu'on démolit l'ambassade, on utilise tous ces déchets, on refait des matériaux avec, et on les rapporte sur site pour construire la nouvelle. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de déchets en Chine aussi, c'est la raison, c'est que c'est un marché, c'est-à-dire qu'on achète les déchets. On les revend, on vend le carton, on vend le papier, on vend les bouteilles, tout est vendable. Alors les gens, on change. Avant on était fils unique, forcément fils unique. Là on commence à avoir un petit frère, une petite sœur. Donc ça change beaucoup de choses. Mais ça n'empêche que la génération qui va venir, des enfants uniques, va être très dure, je pense, avec le reste du monde. La nouvelle génération d'aujourd'hui va être certainement beaucoup plus souple, parce qu'on aura un frère, une sœur avec qui il faut partager. Donc c'est très bien, on sort de la génération des petits empereurs. Il était temps.
Alors les gens vivent, comme on l'a dit, si possible hors de chez soi. Voilà, on fait son petit commerce. On achète ses fruits et légumes dans un marché. Donc on ne va plus au supermarché acheter des légumes en paquet, emballés. Ce genre de ça n'existe plus. Ou presque plus. En Chine, on joue aux échecs. Alors, beaucoup. Il y a plein de types d'échecs différents. Ça, c'est le xiangqi. On sort au parc. On n'aime pas trop s'asseoir sur autre chose que du bois. Donc, si il y a une pierre, on prend un journal et on le met sous ses fesses. En Chine, on n'aime pas se salir trop les mains. Donc, l'hygiène est super importante. Que ce soit pour ses vêtements, que ce soit pour ses mains, etc. Le parc est une institution en Chine. Tout se fait au parc. On va danser, discuter, boire le thé, danser. Voilà, le vendeur de légumes. Et l'échec est présent partout. Donc de temps en temps, on fait de l'échec, de temps en temps, on vend des fruits et légumes. On voit ici que même dans les quartiers de logement, on réutilise les parterres de terre pour planter. Et on se promène avec son banc, avec son tabouret. Comme ça, on peut s'asseoir partout. Alors, on a fait un petit tour dans Pékin. On a vu plusieurs visages de la ville. Je n'ai pas montré les visages les plus luisants, qui sont, à mon avis, moins intéressants. Je n'ai pas montré la ville pour les étrangers. Je n'ai pas montré trop de perspectives sur les quartiers d'affaires, qui sont hyper modernes et que, personnellement, je n'apprécie pas beaucoup. Alors la ville a besoin aujourd'hui de se rééquilibrer. On voit le graphique qui est ici, qui est très important. C'est-à-dire que la ville a été, par ces 6 rings, complètement fermée, encerclée. Il n'y a plus d'air qui passe. Donc il va falloir aujourd'hui réouvrir la ville, laisser passer le vent, parce qu'on est dans une cuvette. Donc, dès que la ville commence à respirer de son CO2, elle en est plein. Donc, il y a des percées, là, pour le moment, qui sont en train d'être faites jusqu'au centre-ville pour la faire respirer. Malheureusement, ça demande aussi de diminuer la population de Pékin. Et donc, toutes les personnes qui n'avaient pas ce qu'on appelle un rukou, donc un permis de résidence, n'ont pas été autorisés à rester à Pékin, en tout cas une partie, pour les raisons qu'on a évoquées. Donc plus assez d'eau, trop de densité et pas mal de problèmes de circulation. Ce qui veut dire que la ville de Pékin bouge son gouvernement hors des murs, donc bouge vers l'est. Donc tout le gouvernement de Pékin part vers Trongzhou, la ville adjacente. Le gouvernement central chinois reste à Pékin et toutes les grandes sociétés d'État déménagent dans la nouvelle capitale. Il y a à Tianjin toutes les infrastructures portuaires, les grands échanges, certaines banques également, et Hebei, le Hebei, donc une des villes les plus importantes du Hebei, Baoding, qui a besoin de cette dynamique de Pékin. On construit donc un nouvel aéroport entre les deux. Alors, la ville doit redevenir une ville pour vélo. On l'a dit, on a beaucoup de problèmes avec les vélos aujourd'hui. On a besoin de plus en plus de vélos, mais la ville n'est pas encore faite pour circuler correctement. Alors que on voit que il y a 40-50 ans, il y avait beaucoup plus de vélos que de voitures, et on retrouve les mêmes caténaires, mais pas de voitures à côté. Hein.
Et donc, on cherche à changer les choses, à donner un peu plus de place. Mais on ne sait pas à qui les donner, parce qu'on voit qu'il y a les tricycles, les vélos à moteur. Donc, comment on fait pour relier toute la ville? Alors, ça, c'est le projet qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire qu'on relie, pour le moment, les périphéries. C'est-à-dire tout le nord de Pékin est en train d'être relié par des autoroutes pour vélos dédiées. Donc là, on fait le premier projet de 6 km qui dessert un quartier de logement où il y a à peu près 200 000 habitants et un quartier où on travaille beaucoup. On a remarqué qu'il y avait pas mal de passages entre les deux et que les gens devaient faire 1h30 de fil pour prendre le métro le matin, pour arriver à leur travail. Ce qui veut dire qu'à vélo, avec le projet qui est en train de terminer, en 30 minutes, ils peuvent être au boulot. Et donc éviter et les voitures et les transports en commun, mais se bouger par eux-mêmes. Une deuxième voie est prévue ici à Shoukan, donc dans l'ouest de la ville de Pékin. C'est un ancien district industriel qui va être rénové en ville multifonctionnelle. L'idée est de traverser tous les carrefours, que les vélos n'aient pas une rencontre avec la voiture. C'est peut-être difficilement concevable ici, puisque le vélo, s'il prend sa place, la voiture lui laisse, alors qu'en Chine, le vélo a peu de chances de trouver sa place de façon confortable. Il y a quand même pas mal d'accidents. Et le mélange entre l'électrique et le vélo normal pose pas mal de problèmes de sécurité. Voilà. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Il y a 2 mois et maintenant. Alors les travaux vont très vite. Généralement, en tant qu'architecte ou ingénieur, pour ce genre de travaux, on a du mal à suivre du point de vue du design. C'est-à-dire qu'on a fait le design structurel, que les pièces sont en fabrication, et quand elles sont mises en place, on a à peine le temps de terminer l'éclairage et les garde-corps. Tout est déjà sur place. Là, on termine le chantier. Et ça va donc offrir à toute une population le loisir de prendre le vélo en traversant les autoroutes, en traversant les quartiers difficiles, en passant au-dessus des métros, des tramways. C'est un gros investissement, mais qui, à mon avis, est essentiel pour que les Pékinois redécouvrent le vélo, redécouvrent la ville autrement. Alors les tramways, voilà, ça c'est le tramway à induction qu'on est en train de dessiner. C'est un tramway très ouvert. Je ne l'ai pas encore montré, d'ailleurs, c'est les premières fois que je le montre dehors. C'est un tramway qui va faire 8 km et qui est à induction. Je vous l'ai déjà dit. L'idée de l'induction est donc de charger, si vous voulez, une batterie qui n'est pas aussi polluante que les batteries chimiques en quelques secondes. Ça, c'est pour le district de Shoukan. Alors, la ville, on l'a vu, s'étend et elle s'étend vers l'ouest. Ce pont que l'on voit ici, c'est un des plus grands ouvrages actuellement à Pékin. C'est le pont de Chang'an, de l'avenue Chang'an. L'avenue Chang'an, c'est la grande avenue est-ouest qui traverse Pékin d'est en ouest. C'est une allée ancestrale, mais qui a essentiellement été prolongée par Mao à l'époque, et qui aujourd'hui va être à nouveau prolongée par le nouveau président Xi Jinping vers l'ouest. Donc c'est très symbolique en fait. C'est la continuité d'une œuvre. Et ce pont va traverser donc, le fleuve mère de la ville, qui est le fleuve Yongting, qui fait 400 mètres de large, et relier cette nouvelle ville, qui est la ville de Muntrogo. Ce n'est pas une toute nouvelle ville, c'est une ville ancienne, mais qui a doublé en surface et en population depuis 5-6 ans.
On voit tous ces bâtiments, cette partie de la ville n'existait pas il y a 3-4 ans, en fait, en attendant que le pont traverse les deux, le fleuve. Alors c'est un ouvrage, je l'appelle Le Dernier Empereur, parce que je pense que c'est le dernier des grands ouvrages à Pékin, étant donné que les investissements seront beaucoup plus mesurés à l'avenir. C'est un pont banné qui fait 600 mètres en portée. La tour ouest, qui est la porte des montagnes, fait 120 mètres, 76 mètres pour la porte de la ville. Et c'est un système fermé, c'est-à-dire où les poutres principales et les tours sont reliées. Donc c'est une sorte de système hybride entre hauts-banné et pont en arche. Alors il est en 3 dimensions complètement, c'est-à-dire qu'on a dû le dessiner avec CATIA, c'est un programme plutôt utilisé en aérospatial ou en aéronautique, qui permet d'avoir un calcul permanent en fait, du modèle et des détails, donc de tous les raidisseurs, les diaphragmes, etc. Tout est calculé en temps réel. On a utilisé ce programme pour travailler du début, de la conception, jusqu'à la construction. C'est-à-dire que l'entreprise de construction a utilisé le même modèle que les électriciens, les gens qui travaillent sur l'hydraulique, les ingénieurs. Le pont est tracé en 3D au préalable. Les morceaux sont assemblés dans une usine qui a été fabriquée pour faire ce pont et toujours scannés en permanence en 3D pour vérifier les X, Y, Z de chaque pièce, puis monter. Donc du point de vue de la complexité du travail et de l'innovation apportée en fait, dans ce projet, ça a été un projet super relax, même si on a mis 7 ans pour le faire. Tout le monde travaillait sur ce même modèle, et donc on n'a jamais eu de problème avec l'entreprise, puisqu'on travaille tous sur le même modèle. Donc, ça a été très agréable. Et ce pont va donner en fait une ouverture vers l'extérieur de la ville, prolonger l'axe qui part de Tiananmen jusqu'aux montagnes, prolonger la ville jusqu'aux provinces environnantes et donc l'ouvrir à nouveau, réouvrir la ville. On voit où on se trouve, donc le fleuve prend sa source là-haut et est adjacent à ce district industriel. On voit qu'il y a beaucoup d'eau, des tours de refroidissement, des hauts fourneaux, des coqueries, des gazomètres. On est à Shougang, la plus grande industrie métallurgique à l'époque de la Chine, qui fait donc 10 km² et qui produit son acier complètement. C'est-à-dire qu'il produit le gaz, les coqueries sont présentes sur le site, le gaz et l'acier jusqu'à la finition des éléments. Ça, c'est un projet important sur lequel je travaille déjà depuis 6 ans. Alors, une nouvelle capitale. On a parlé de l'idée de villes satellites, de villes stellaires autour de Pékin. Donc Pékin, jusqu'à Shijiazhuang, Handan, Baoding, Tianjin, et ainsi de suite. Donc la ville va commencer à se diffuser et à répartir ses fonctionnalités vers d'autres villes. Le plan de cette nouvelle ville de 130 km² est déjà fait et la partie relocalisation, on va dire, des habitants a déjà été réalisée, terminée. Maintenant, il y a besoin d'expertise pour réaliser cette ville complexe, pour conserver son environnement, son écosystème, puisque la ville est placée au bord d'un lac, qui était un écosystème en soi. On voit que c'est une ville qui est desservie par le sous-sol, comme ici, à Louvain-la-Neuve. Donc on va desservir un maximum la ville par le ferroviaire, le tram, le tramway en sous-sol, les voitures, les parkings.
et circuler de façon plus lente en surface. Là, je crois que Louvain-la-Neuve devrait faire quelque chose pour aller donner des petits conseils ou bien chercher de nouveaux conseils là-bas. Alors évidemment, toutes les gaines, le système, les viscères de la ville sont denses, extrêmement denses. Alors, on va parler un peu de Shokang. Je vous parle de Shokang parce que là, on parle d'héritage. Et depuis 20 ans, on commence à parler d'héritage, de plus en plus en Chine. Mais on a toujours parlé de l'héritage de l'époque Qing, de l'époque Ming, de l'héritage chinois. Là, on va parler d'autre chose. On parle de l'héritage du XXe siècle. Jamais on s'était dit qu'on allait rénover des tours de refroidissement parce que généralement, simplement, on les implose et on ne les garde pas. C'est un synonyme, quelque part, d'industrie polluante, ce genre de choses. En fait, ce sont des refroidisseurs d'eau. Et la ville de Shokang, la future ville de Shokang, est, je pense, une sorte de test de tout ce qui peut être fait pour une certaine protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a que les routes qui rejettent leurs eaux de pluie à l'égout. Il n'y a que la surface de la route. Toutes les autres pluies, que ce soit de toiture, des espaces verts, trottoirs, vélos, toutes ces eaux sont toutes récoltées, soit conservées, soit infiltrées. Tous les bâtiments, ou en tout cas une majorité des bâtiments, est faite pour consommer un minimum d'énergie. Et on a décidé de rénover des hauts fourneaux, des tours de refroidissement, et d'habiter la machine. Ça, c'est aller au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'on a aussi nos coqueries, nos aciéries, mais on s'en sert comme des espaces d'exposition ou des statues, des sculptures à la mémoire de l'industrie. Et là, on va essayer de les habiter. Alors, on travaille avec des espèces locales, c'est-à-dire que toutes les plantes, herbes, ne sont que des plantes locales qui n'ont pas besoin d'eau. Donc tout le paysage replacé en ville, y compris les graminées, etc., n'a pas besoin de management. On ne coupe rien pendant 1 an. On le coupe une fois par an. C'est-à-dire qu'il y a une action sur le paysage une fois par an. Il n'y a presque pas de besoin en eau, sauf au printemps. Les sols que vous voyez sont tous perméables, c'est-à-dire qu'il y a des couches drainantes sous les dalles pour pouvoir infiltrer l'eau en sous-sol. Et notamment, ces parties-ci sont photoluminescentes, c'est-à-dire que on fait des petits mélanges de luciférase avec de la terre rare, on les met dans des petits graviers de verre, donc on mélange ce jus de luciole dans du verre. On le place dans ces dalles qui ne sont que des matériaux recyclés, en fait, des démolitions de l'industrie. Elles captent la lumière du soleil pendant la journée et elles rendent une partie de la lumière, de l'énergie, le soir. J'ai quand même dû faire de l'électricité, j'ai quand même dû faire de l'éclairage, mais qui ne fonctionne que 5 minutes par heure. Ça veut dire qu'on fait une économie de 95% de l'énergie destinée à l'éclairage public pour les rues. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé, c'est que comme ce site devenait quelque chose de remarquable à Pékin, de réhabiter des machines, des silos, les Jeux Olympiques, une partie des Jeux Olympiques sera organisée là. C'est-à-dire que, en fait, les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 devaient tous se passer en montagne, mais finalement,
développer la montagne, changer la nature même de cet espace montagneux, il y a une sorte de revers de situation qui fait que favoriser la densification de la ville, l'accès du public aux Jeux Olympiques, surtout aux jeunes, notamment pour ce sport qui s'appelle le Big Air, c'était une bonne chose. Et je pense que pour politiquement, c'était beaucoup plus correct de le faire là. Et donc, ce site va devenir quelque part une sorte de fenêtre chinoise. Quelque part, on ne ferait pas ça chez nous. Hein. Rénover des tours de refroidissement, ça coûte quand même un peu trop cher. On voit que la Chine va à l'extrême. Elle ne veut pas simplement conserver son patrimoine, mais elle veut même prolonger sa vie coûte que coûte. Là, il y a une sorte de limite qui est dépassée, que je peux apprécier, hein, puisque j'ai la chance de pouvoir rénover des tours de refroidissement. Je ne pensais jamais pouvoir faire ça. Et ce sont des cathédrales, hein, vous allez le voir. Voilà, ça c'est le Big Air, donc le site de saut en snowboard, saut acrobatique, qui sera construite à côté de ces 4 tours de refroidissement. C'est pas facile de rénover ça parce que la coque d'une tour de refroidissement fait à peu près 15 cm d'épaisseur, c'est une coquille d'œuf. Donc il faut rénover la couronne supérieure et la couronne inférieure. On voit ici le travail de renfort terminé. Et là, on se retrouve dans des cathédrales magnifiques. Elles font 70 mètres de haut, 55 mètres à la base. Et la lumière est fantastique. Donc voilà les questions, comment se réapproprier cet espace. Évidemment, ça doit devenir un temple. Donc l'une des 4 sera un temple où on pourra se marier. L'autre, une galerie d'exposition. L'autre, le lobby d'un hôtel. Et la dernière qui n'est pas là, c'est un espace, un jardin en fait, qui va être utilisé aussi pour les différentes religions présentes aux Jeux Olympiques pour prier. Voilà, c'était ça avant. Et après pas mal de travail, c'est devenu ça. Ça, ce sont des silos à minerais. On voit que les silos, on a essayé de garder une sorte de non-échelle. On n'a pas voulu rechercher l'échelle humaine, donc pas voulu trouver ici de fenêtres, de cadres, de châssis, ce genre de choses. On a reconstruit un bâtiment à l'intérieur de cette coque qui permet d'amener de la lumière par chacune des ouvertures. Et le site est devenu aujourd'hui le centre pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. En haut, on fait du basket, donc là il y a un terrain de basket, des tables de ping-pong, et puis alors tous les sports, tous les autres sports, plus le café. Et ce sont des habitations, ce sont des tours mixtes, donc les raies sont des restos, petites expos, et puis il y a des bureaux. Les murs font 40 cm d'épaisseur, bien armés. Et donc, j'ai dû trouver des scies belges pour pouvoir disquer ça. C'est les seuls scies au monde qui arrivent à disquer de façon aussi précise, avec les jets d'eau, ce genre de choses. J'étais très content de voir ces machines ici. C'est des machines de carrière. Moi, je viens de Condro. Donc, on utilise ces scies-là pour couper la pierre calcaire avec des scies diamants. Voilà, tout a été conservé. On espère toujours pouvoir relier les bâtiments avec ces tapis roulants. Ce sont des structures tapis roulants qui portaient des tonnes, mais les pompiers ne veulent pas parce qu'ils disent alors remettez un escalier, puis 2, puis 3, et puis finalement on verra plus la structure d'origine. Mais on essaie toujours. Voilà. Alors,
aussi pas mal de recyclage, tout est recyclé. On recycle les anciennes billes de chemin de fer qui seront, elles, changées pour refaire le mobilier urbain. Tous les pavés sont recyclés également. Donc ce sont que des déchets qu'on récupère, qu'on concasse, qu'on reforme et qu'on replace sur le site. On les voit ici, ça c'est les tests. Il y a un peu toutes les couleurs. Il y a puis ce dont je vous ai parlé, la luciférase, qui est intégrée dans ces petits pavés de béton recyclé qui éclairent la nuit. On se retrouve à habiter des hauts fourneaux. C'est des monstres, ils font 115 mètres de haut, 70 mètres de diamètre. L'un est utilisé pour faire un musée de l'acierie, l'autre pour faire un centre pour la société, en fait, des ateliers, un lieu pour les habitants du quartier, un autre sera une serre, et le dernier n'a pas encore d'acquéreur. Et donc là, l'architecte doit faire bas profil parce que on pourrait faire beaucoup plus que ça. Mais donc là, j'ai dû faire un travail pour garder le haut fourneau presque comme il était. On a juste changé la matière corten, donc la matière de toiture. On a utilisé du corten pour que ça puisse durer sans être traité. Les dépoussiéreurs, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est en voyant tous ces projets, c'est-à-dire on a vu on a vu une sorte d'expansion de la ville de Pékin. On a vu qu'il y avait pas mal de problèmes en ville à résoudre. On a vu un projet où le vélo reprend sa place, où le tramway reprend sa place, où les systèmes énergétiques vont complètement muter. On n'aura plus besoin de pétrole, pour les voitures en tout cas. On voit que la technologie avance très vite, mais que la société, pas aussi vite. C'est difficile de tenir le cap. Pour pas mal de gens, une fois passé aussi un certain âge, c'est très difficile de se mettre dans cette nouvelle vie parce que tout est chamboulé. On n'a plus d'argent, on ne vit plus avec l'argent, la monnaie n'existe plus. On reprend le vélo comme avant, alors qu'on avait quand même espoir d'avoir une voiture. Dans d'autres projets, on voit aussi, ça c'est un projet en bambou, on voit que la Chine fait de plus en plus d'études sur les matériaux, ce qu'on appelle les matériaux fibreux, l'architecture de l'herbe. Ça c'est ce qu'on essaye de développer avec les universités, de développer des mélanges bambou-bois, parce que la mêlée, par exemple, la mêlée bambou n'existe pas, enfin ne marche pas très bien, c'est un bois trop dur. Donc on fait des mélanges bambou-bois. Ça veut dire qu'on pourra avoir des structures avec des sections très fines, avec des portées très grandes et une bonne résistance au feu. Si on y arrive et qu'on arrive à vulgariser l'usage du bambou dans la construction, on pourra régler une partie des 40% d'émissions carbone dans l'atmosphère. 40% des émissions et de la pollution dans le monde est due à notre métier, aux gens comme nous, quoi. On a une énorme responsabilité. Donc les constructeurs, tout ce qui est lié à la construction, à l'ingénierie, ça c'est 40% de la pollution mondiale. Donc, à un moment, il faut prendre conscience et enseigner à de nouvelles techniques. Londres, je pense, est en train de travailler sur une tour de 300 mètres en bois. Ça va quand même changer pas mal de choses. C'est le nuage belge. Ça, c'est un petit projet rigolo, mais c'est ce qu'on appelle de la tenségrité. C'est une tenségrité fermée. C'est le jardin belge que j'ai ouvert. On a ouvert
le lundi. On voit que le CLT en construction, qui est du bois qui est fabriqué en plaques, en dalles, qui sont placées perpendiculairement les unes aux autres, cross-laminated timber, commence à être fait. Ça n'existe pas encore en Chine. On a fait un petit projet de 120 mètres carrés pour montrer que la technique existait, mais ça permet à nouveau que les constructions poteaux-poutres aient des éléments, avec eux des éléments de contreventement, des dalles, complètement faites en bois. Donc on va pouvoir, je l'espère le plus vite possible, construire des bâtiments assez importants, denses, suffisamment hauts, en bois. Le chaud-chanvre, qui est aussi un apprentissage pour moi de Louvain-la-Neuve, que j'ai gardé avec Arnaud Évrard, que j'ai gardé et que j'applique et je continue à appliquer. C'est l'isolant le plus écologique, on va dire. C'est un mélange de chaux et de chanvre. Et il ne se fume pas. L'ambassade de Belgique, qui sera réalisée avec une structure bois et des matériaux recyclés également, enfin, les matériaux issus de sa propre démolition. On voit des échantillons, le travail du bois. Voilà, c'était un petit tour autour du pot. Je ne sais pas si... j'ai été assez général parce que je savais qu'il n'y avait pas que des architectes dans la salle aussi. L'idée était de se plonger un peu dans la ville de Pékin, de connaître un peu les habitudes. Pas mal de gens de Chinois vont arriver à Louvain-la-Neuve. Il faut savoir quand même qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes politesses. Dans certaines circonstances, les Chinois vont trouver qu'on n'est pas très poli sur certains points, alors que nous, on va penser la même chose. Je pense qu'il faut toujours garder une distance et du respect pour chacune des cultures. En tout cas, je vous invite à y faire un tour, parce que la Chine a un énorme défaut, c'est qu'elle n'arrive pas à se mettre en valeur. Je pense que la Chine devrait faire un effort pour montrer des visages vrais, ces visages vrais, et aller contre les médias qui nous montrent une Chine exécrable, j'ai l'impression. Et c'est seulement pour ceux qui y sont allés et ont ramené leur avis ici, qui penseront autrement, je crois. Donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour en Chine et voir ce que vous en pensez. Voilà, merci. On a fait un petit tour autour de tout. On a parlé de l'écriture, des liens qu'il y avait entre l'Asie et l'Occident. Donc, ouais. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cet exposé passionnant. Avez-vous des questions, certainement? Bon, je reviens à Sillé comme de mon premier voyage en Chine, non seulement par votre appropriation de la culture locale, par ce foisonnement d'idées extraordinaires. Je suis vraiment absolument émerveillé de cette conférence. Et je voulais savoir une chose. Tous ces projets sur lesquels vous avez eu le feu vert ont été approuvés par qui? Ça dépend. Non, mais ouais. Non, c'est une volonté, puisque je travaille essentiellement à Pékin, mais aussi dans des villes comme Pingyao, donc dans le Shanxi, dans le Shantung, dans différentes provinces. Ce sont généralement des approbations du gouvernement local et dans le cas de Pékin, de la ville de Pékin. Donc, municipal de la ville. Oui, c'est ça. Sans vision horizontale d'un quelconque ministère de l'urbanisme. Alors tout est lié. Il y a des visions d'expansion qui viennent alors plutôt d'ACO. Il y a des visions sur la mobilité. Là, c'est vraiment l'urbanisme de Pékin et le ministère des communications des voies qui s'occupe de ce projet.
Mais je pense que tout est centré autour d'une même volonté et tout le monde doit travailler dans cet esprit-là. Le projet de Shokang est un peu différent. C'est une ville dans la ville, elle fait 10 km². Moi, je ne suis responsable que de 3 km², une petite partie, ce qui est déjà pas mal. Et là, c'est vraiment une ville dans la ville. Donc là, je pense que la municipalité de Pékin n'a que 20% d'investissement sur le projet et que Shokang, c'est-à-dire Shoudu de Shou, c'est la capitale, Kang, c'est l'acier. Donc ça fait partie de ces grandes sociétés d'État qui sont hyper actives en Chine. Hein. Donc par rapport à ce nous, les sociétés d'État ont un rôle majeur dans le développement de la Chine. Et Shokang fait son propre développement en fait. Ça devient aussi une sorte de mock-up pour Xiong'an, pour les futures capitales. C'est une zone test un peu. Ouais. Je me demandais simplement, votre société, si elle est belge ou si elle est à moitié chinoise. Ça s'appelle une société étrangère, donc une société à capitaux étrangers. Donc c'est une société de droit chinois, mais avec des capitaux belges. Ouais. Donc il peut y avoir en Chine soit des sociétés WOFI, ce qu'on appelle les WOFI, Wholly Owned Foreign Investment Company, ou des Hozekonsas, c'est-à-dire des sociétés joint venture, et des sociétés purement chinoises, mais qui ne sont pas, je pense, ouvrables par des étrangers. Oui. Déplace donc le centre administratif de Beijing, du centre, disons, vers Tongzhou. J'avais entendu parler de ça, et à ce propos-là, est-ce qu'il n'y a pas un danger de devoir déplacer tous les gens du centre vers Tongzhou et inversement, donc aller-retour pour aller à l'administration, disons? Oui, c'est peut-être pas un danger, mais effectivement, pour certaines personnes, ce serait un peu embêtant. Mais Tongzhou, finalement, par la ligne 6, c'est assez accessible. C'est-à-dire que, évidemment, pas mal de gens vont devoir bouger. Et quelque part, c'est un peu une aubaine, non? Parce qu'il y a tellement de monde que pas mal de gens vont devoir bouger et suivre leur travail. Maintenant, les nouvelles lignes de high-speed train, de TGV, entre les différentes villes de Pékin se développent. Donc, avant, il fallait 3 heures, par exemple, pour aller à Tianjin. Maintenant, il faut 30 minutes. Et donc, voilà, quelque part, habiter à un côté de la ville de Pékin et aller travailler dans le sud, ou habiter à côté de la gare et être en 30 minutes au centre de Tianjin, quelque part, c'est peut-être plus rapide d'aller bosser à Tianjin. Ouais. 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 Ça, c'est vrai que les nouveaux modes de circulation changent complètement les perspectives professionnelles, mais aussi la donnée spatiale. L'espace n'existe plus tel qu'il existait avant. Ouais. Et c'est une volonté, hein, je vous confirme. Je pense que c'est une volonté à la fois de déplacer les grandes sociétés d'État vers la nouvelle capitale, les gouvernements locaux vers un autre centre administratif qui ne va pas être en conflit avec le gouvernement central. Si vous regardez dans la ville de Pékin, à peu près, il doit y avoir 50% des voitures qui sont des voitures de l'administration, de moins en moins. Mais clairement, l'administration, l'armée, utilise beaucoup de voitures dans le centre de la ville. Comment vous allez faire pour assurer le fait que les chemins de vélo sont utilisés que par les vélos et pas par les scooters et compagnie? Il suffit d'un senseur qui capte la batterie. Mais ce sera aussi de la bonne foi, hein, je pense. Ouais. Disons qu'il y a un système de surveillance qui est mis aussi en place. On dit aux gens clairement, c'est pas fait pour les voitures électriques. Il y a une limitation de vitesse aussi, et il y a une surveillance. Donc clairement, la surveillance sera appliquée. Oui, merci. On parle de tempête de sable sur Pékin, mais d'après la carte, on ne voit pas très bien d'où ce sable
conviendrait. Oui. Oui, le vent souffle, souffle et les nuages montent haut. Donc, c'est un problème qui existe de moins en moins. C'est-à-dire que ceux qui habitaient Pékin il y a 30-40 ans devaient connaître les vents de sable il y a jusqu'à 20 ans à peu près. Les vents de sable viennent au mois d'avril, à peu près au mois d'avril. Donc, les grands vents soulèvent les sables du désert du Gobi, les soulèvent et les apportent par le vent nord-ouest. Le vent de Pékin est un vent nord-ouest très froid. Le vent d'été est un vent sud-est tropical. Et donc, à l'époque du printemps, il y a énormément de tourbillons et ce vent est amené à Pékin par les grands vents. Et donc, toute la ville de Pékin devient jaune. On est sous le sable. C'est magique, c'est beau. C'est très beau. Hein. Oui, hein, il y a moyen de faire des photos magnifiques. Ouais. Mais moi, personnellement, depuis quelques années, on n'a pas subi les vents de sable depuis 4-5 ans, je pense, à peu près. C'est clair, s'il y a les vents de sable, la maison est empoussiérée, donc il y a de la poussière partout. Il ne faut pas oublier de fermer ses fenêtres. Ouais. Et le problème de pollution est lié aussi, et je pense qu'il y a pas mal de changements climatiques qui adviennent. Mais il y a pas mal d'efforts aussi qui ont été faits pour améliorer le taux de pollution à Pékin. Ça se sent tout doucement. C'est vrai que c'est désagréable. Il y a pas mal de gens, pas mal d'étrangers ont quitté la ville de Pékin il y a à peu près 5 ans. Il y a une grosse vague de mouvements de résidents étrangers pour quitter en fait, cette pollution. C'était difficile à vivre pour tout le monde. Dans nos grandes villes, on voit fleurir un peu partout des portiques d'accès, de contrôle, au tram, au métro, dans les transports, enfin dans les lieux publics, peut-être même plus tard dans les universités. Alors, est-ce que les Chinois, avec leur système de reconnaissance faciale, vont éviter ça ou est-ce que vous avez des contraintes également d'installation de ce genre de contrôle d'accès en fait? Oui, mais les contrôles d'accès sont appliqués partout. Enfin, pas autant que, par exemple, dans les pays d'Asie du Sud-Est, où même un hôtel est contrôlé, où l'accès est contrôlé, où tout lieu public est contrôlé. On n'en est pas encore là, mais toutes les gares, les avions, les gares, les aéroports, tous les grands lieux publics sont contrôlés. Oui. On contrôle les gens. Les gens de portique aussi, ou bien leur système de reconnaissance faciale suffira? Le système de reconnaissance faciale va être certainement appliqué dès lors où la 5G va s'installer. Je pense. C'est à ça que ça sert, je crois. Dans tous les pays où la 5G aura pris place, ce mode de vérification, de contrôle de la ville, en tout cas, sera possible. Mais c'est un danger. Personnellement, je pense que le 5G sera un danger plutôt pour la santé. Et ça, c'est... Je ne sais pas. Faites-vous votre idée sur la question. Moi, j'avais encore une question, mais elle ne concerne pas forcément Pékin. J'avais entendu qu'ils voulaient faire que Zhengzhou soit un peu la Shenzhen du Nord. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'y suis allé et j'ai pas forcément eu le même sentiment qu'à Shenzhen. Zhengzhou. Oui. Mais je pense que ce sera plutôt Xiong'an. Donc la nouvelle capitale du Nord, avec un statut, je pense qu'il va y avoir un statut particulier pour les perceptions de taxes. Donc ce sera un domaine économique particulier. Oui, comme Tianjin, Tranggu, donc les villes qui sont en bord du mer. Je voulais savoir si vous avez monté un peu le temps et vous avez parlé d'une chose un peu populaire. Moi j'ai un souvenir un peu plus riche des Hautons dans ma tête et je me demandais si justement il y a des choses qui sont faites pour garder le côté populaire des Hautons, est-ce que vous êtes un peu au courant de ce genre de choses, ou bien si vous pensez que ça va complètement devenir un quartier un peu riche et huppé. Oui, ça c'est le danger. C'est le grand danger des rotondes de Pékin. C'est ce qui s'est passé aussi au début des années 2000. Hein. De 2000 à 2010, pas mal de rotondes se sont fait rénover et la population a été bougée. Certains préfèrent bouger, il faut le dire. Hein. Moi, en tout cas, dans le lieu où j'ai vécu,
c'était assez dur de vivre, simplement. Et donc, si j'étais à la place des personnes qui habitent la maison où j'ai habité, moi j'aurais tout de suite dit oui pour un appart, avec toilette et salle de bain et chauffage. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est tout le problème de toutes les villes. Si vous regardez Bruxelles et Saint-Gilles, admettons, on parle de Saint-Gilles il y a 30 ou 40 ans, du Saint-Gilles où les artistes sont arrivés, et du Saint-Gilles aujourd'hui un peu plus bourgeois, il y a cette mutation des quartiers. Et il se passe ça dans toutes les villes, je pense. Maintenant, c'est vrai que pour Pékin, le fait que les Pékinois quittent les Rotons va faire muter l'esprit des Rotons. C'est vrai que ça, c'est la partie un peu dangereuse. Comment on fait pour rénover une ville, rénover ses infrastructures, tout en gardant les gens à l'intérieur? Il faut savoir, il y a une chose importante, c'est qu'à Pékin, on a un bail amphithéotique. Donc on a un bail d'usage. Si on est privé, on a ce qu'on appelle un livret rouge qui nous donne l'usage du terrain pendant 70 ans. Et le bâtiment nous appartient. Si on a un livre bleu, c'est-à-dire un livret bleu, ça veut dire qu'on a un droit parce qu'on loue le lieu. C'est-à-dire que le bâti et le terrain appartiennent au gouvernement. Donc il y a deux types de propriétés à Pékin. Et donc, en général, ce sont les livres rouges, c'est-à-dire les propriétaires du bâti, qui sont en général les personnes les plus fixes, on va dire, qui ont le plus de pouvoir sur le fait de pouvoir continuer à rester dans les Rotons. Mais oui, à partir du moment où les Rotons ne seront pas plus confortables, les Pékinois ne reviendront pas. Ils resteront en 4e ring, 5e ring et 6e ring. C'est clair. Comme vous avez pu y faire allusion, la notion de patrimoine entre Orient et Occident est très différente. Ça commence peut-être à changer. Selon vous, est-ce que l'attitude des autorités commence à évoluer par rapport à la notion de préservation, que ce soit de l'héritage culturel ou matériel, justement, des quartiers? L'héritage immatériel est une donnée asiatique, est un principe asiatique qui a été apporté à l'UNESCO il n'y a pas très longtemps, en fait. Ouais. Et pour les données matérielles, effectivement, ça commence à changer. Mais ça commence à changer et même à prendre une allure un peu extrême. On voit qu'on conserve même des tours de refroidissement. Enfin, c'est quelque chose qui... Moi, j'avais proposé au moins d'en imploser 2, à la limite, au moins, parce que même pour les hauts fourneaux, je n'imaginais pas l'investissement nécessaire pour manager, pour continuer à entretenir ces hauts fourneaux pendant les 30 années à venir. Mais il y a une volonté évidente de garder tout ce qui est gardable. En tout cas, tout ce qui marque le lieu, tout ce qui institue les lieux, leur donne une identité propre, tout ça est gardé. Voilà, je crois qu'on va en rester là pour ce soir. Merci encore, Nicolas. Merci à vous. 是中国驻比利时使馆家属孟。啊。